Aujourd'hui en manchette, 2 réseaux de trafiquants de drogue démantelés au Saguenay et un pas de géant pour le monde de la boxe. Une nouvelle compagnie de production sportive voit le jour. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce web journal. L'escouade régionale mixte du Saguenay a procédé ce matin à l'arrestation de 19 individus et plusieurs perquisitions concernant des organisations criminelles impliquées dans le trafic de stupéfiants au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les têtes dirigeantes des réseaux font partie des personnes arrêtées. Julien Renaud, vous vous êtes rendu aux entreprises GC qui appartiennent à une des têtes dirigeantes, un des nombreux lieux d'intervention policière. Malika, je suis présentement devant un des lieux de perquisition, soit les entreprises CG sur le boulevard Sainte-Geneviève à Chicoutimi-Nord. Les perquisitions et les arrestations qui ont lieu partout à travers le Saguenay et également quelques-unes à Montréal. Les têtes dirigeantes du réseau sont 2 hommes dans la trentaine peu connus du milieu juridique, soit Nicolas Racine et Frédéric Gérard de Chicoutimi, qui est le propriétaire des entreprises GC. Selon l'enquête intitulée « Insuline », le premier des 2 réseaux indépendants sévissait davantage à Jonquière dans l'approvisionnement et la distribution des stupéfiants, tandis que le second concernait le commerce de la cocaïne, plus particulièrement dans l'arrondissement de Chicoutimi. Par contre, l'approvisionnement provenait de Montréal, d'où le partenariat avec l'escouade de la métropole. Et également ceux de l'ARM Montréal, l'escouade régionale mixte Montréal, qui ont procédé à 5 arrestations ce matin à Montréal. Ils étaient environ 130 policiers des 3 corps de police de l'escouade régionale mixte, soit la Sûreté du Québec, le Service de sécurité publique de Saguenay et la GRC. Et la pêche a été bonne. Nos policiers ont saisi plus de 2 kilos de cocaïne, 156 grammes de PCP, plus de 18 000 comprimés de méthamphétamine, du cannabis, 2 presses à cocaïne, plus de 8 000 $ en argent, une arme de poing calibre 40, des munitions et 11 véhicules. 3 des personnes ciblées demeurent toutefois sous mandat d'arrestation. Le profil des gens arrêtés est très variable. En plus de quelques jeunes, il faut mentionner l'arrêt de Gaston Bédard, 62 ans, un ancien membre des Hells Angels de Trois-Rivières. Les 19 accusés ont comparu cet après-midi au palais de justice de Chicoutimi et il sera intéressant de suivre le dénouement de ces enquêtes. Julien Renaud, ATM Nouvelles, Saguenay. Le Cercle de presse reprenait ses activités cette semaine avec la place de l'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean et si son rôle dans la région est appelé à diminuer. Et Anne Julie, le président de la Société de la vallée de l'aluminium, Arthur Gobeil, a précisé l'avenir de l'entreprise pour la prochaine année. Oui, Malika et le président de la Société de la vallée de l'aluminium, M. Gobeil, a précisé ses prochains objectifs au courant de l'année, entre autres de ramener le crédit d'impôt à 30 et aussi d'acquérir un capital de risque de 150 millions avec les différents intervenants de la région. Voici le reportage que je vous ai préparé. 150 millions de dollars pour un capital de risque, c'est un gros défi pour M. Gobeil, surtout qu'il n'a eu des discussions qu'avec le gouvernement et des partenaires privés. Les avantages? Se démarquer puisque la Société de la vallée de l'aluminium serait la seule entreprise à posséder ce type de capital dans ce domaine. On veut essayer de se donner des avantages stratégiques pour la région. Puis il n'y en a pas 150, alors c'est un des avantages qu'on a ciblés. Et c'est suite aussi à une analyse qu'on a faite à travers les gens qui font partie de notre grappe industrielle de l'aluminium. Il souhaite également revenir au crédit d'impôt habituel de 30 % d'ici 2015 plutôt que le 20 % actuel. Une première pour l'entreprise sera de s'installer 8 semaines au Moyen-Orient pour développer un marché à l'international. Et évidemment, au Moyen-Orient n'ont pas l'expertise des entreprises que l'on a aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on part avec une mission éventuellement pour présenter toute l'expertise que nous avons. Rio Tinto Alcan reste le partenaire stratégique pour la vallée de l'aluminium grâce aux fonds financiers et à la concentration d'activités qui s'y déroulent. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est reconnue pour l'importance de sa production d'aluminium. En effet, elle assure 3 % de la production mondiale, 35 % de la production canadienne et crée plus de 7 000 emplois en région. Anne-Julie Larouche pour ATM Nouvelles, Saguenay. Le gouvernement de Pauline Marois a déposé son projet de loi 14 qui vise à renforcer la Charte de la langue française et la Charte des droits et libertés de la personne ce midi à Québec.
Les nouvelles mesures touchent notamment les entreprises et les établissements d'éducation. Nous avons sur le plateau la présidente du comité régional des jeunes péquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du nord du Québec, Julie Durand, pour en discuter. Le gouvernement de Pauline Marois a déposé aujourd'hui son projet de loi 14 qui vise à renforcer la Charte de la langue française et la Charte des droits et libertés de la personne. Les nouvelles mesures touchent notamment les entreprises et les établissements d'éducation. J'ai avec moi sur le plateau la présidente du comité régional des jeunes péquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nord du Québec, Julie Durand, pour en discuter. Bonjour, Mme Durand. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que c'est nécessaire de la renforcer, cette loi 101? On pourrait croire que, par exemple, dans les régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas nécessaire, mais ça toucherait notamment plus, par exemple, la grande région de Montréal, on le sait, la situation du français sur l'île de Montréal a reculé beaucoup ces dernières années. Ouais. Donc, le Parti québécois considère que c'est nécessaire de la renforcer, mais pas simplement au niveau d'une guerre entre anglais-français, mais juste pour permettre certains niveaux, notamment enrichir les étudiants quand ils sortent de l'école pour le français, permettre aussi l'intégration des nouveaux immigrants qui va toujours en augmentant, oui, et aussi assurer des milieux de travail qui favorisent le français et qui respectent la Charte des droits et libertés. Donc, par exemple, pour la région métropolitaine, c'est bien. Et pour les régions aussi, comme ici, vous savez, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une région à 95 francophone. Donc, les personnes immigrantes, par exemple, qui viennent ici n'ont d'autre choix que d'apprendre le français. Donc, c'est un peu moins flagrant par ici, mais dans les grandes villes, c'est plus nécessaire pour pas que le français continue de reculer. Et en quoi, là, les Québécois vont être avantagés par cette modification-là, à la Charte de la langue française qui a été modifiée, oui, par Diane de Courcy? C'est quelque chose, on le dit, c'est pour renforcer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le français recule au Québec dans certaines régions. Les Québécois vont être avantagés parce que, justement, actuellement, il y a beaucoup de postes dans les grandes entreprises qui nécessitent qu'on soit bilingue ou qu'on apprenne une autre langue. Et ça peut enlever des possibilités à certaines personnes qui sont très qualifiées pour les postes, mais qui n'ont pas nécessairement soit l'intérêt ou le temps ou les capacités d'apprendre une autre langue. Ça peut être ça. Sinon, au niveau des étudiants, il y a des sondages de commissions scolaires, d'universités, de cégep aussi qui sont très inquiétants, notamment que plus ça va, moins les étudiants passent leurs épreuves uniformes de français et plus reprennent leurs cours de français qu'ils ont. Donc, c'est vraiment de renforcer la langue au niveau des institutions scolaires, du préscolaire jusqu'à l'université, mais sans enlever l'offre de cours d'anglais parce que c'est très important. On est quand même dans une situation où le français, on est une part du Canada, mais où le Canada est un pays qui est bilingue. Oui. Donc, c'est important de continuer à apprendre l'anglais, mais il ne faut pas négliger là, notre culture, notre français. Le gouvernement du Parti québécois est un gouvernement minoritaire. Comment on va s'y prendre pour que l'opposition accepte le tout? C'est sûr que si on regarde les partis d'opposition qui sont là actuellement, ça ne sera pas facile. On ne se le cachera pas. On a affaire notamment à des partis comme la CAQ qui n'a pas vraiment d'identité profonde et les libéraux qui sortent d'un règne de 9 ans, qui ne sont pas habitués de se faire dire non. Et nous qui essayons tant bien que mal de proposer des choses, des avenues plus progressives. On l'a vu là, avec le budget, ça n'a été pas facile, mais on l'a eu. C'est sûr qu'il va falloir faire des concessions. Faut être réaliste aussi, c'est pas toutes les mesures qui vont être appliquées. Sauf que ce qu'on fait, c'est qu'on demande vraiment une volonté de réaliser les engagements qu'on a eus pendant la campagne électorale, mais tout en faisant des concessions avec les autres partis. D'après vous, quelles concessions qui pourraient être faites des deux côtés? Ça va dépendre aussi au niveau des partis, parce que je sais, là, actuellement, le projet est en train d'être étudié. Tout dépendant des lignes des autres partis, certaines choses vont être adoptées, d'autres non. C'est sûr qu'au niveau des entreprises, par exemple, de 26 à 49 personnes, on veut resserrer les taux pour que les entreprises aient un souci d'offrir toutes les dispositions nécessaires en français à leurs employés, alors que peut-être le Parti libéral va avoir tendance à dire que, justement, ça peut faire reculer de possibles nouveaux investisseurs si on se concentre trop sur le français. Au niveau de la CAQ, on ne sait pas trop parce que leurs positions ne sont pas très claires à bien des niveaux. Donc, on va voir qu'est-ce qui va ressortir. Mais je pense qu'on va être capable de faire beaucoup de concessions là, pour avantager tout le monde. Sinon, mais on
on recommencera. Puis on espère que dans une éventuelle élection, on sera majoritaire pour bien faire appuyer nos engagements. Et au niveau de la double nomination d'André Boisclair, qui a été nommé en tant que délégué général du Québec à New York et sous-ministre adjoint de Mme Pauline Marois, ça a causé quand même beaucoup de controverses là, depuis les 2 derniers jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, c'est sûr que ça peut faire une controverse. Les partis d'opposition blâment beaucoup le PQ de reprendre des vieux patterns, si je peux m'exprimer en anglais. Sincèrement, ce que je trouve, M. Boisclair, il a été très malmené au niveau de l'histoire du Parti québécois et au niveau de la politique québécoise. Pour connaître un peu Mme Marois, je sais qu'elle ne prend pas des décisions à la légère comme ça. Sa double nomination, écoutez, M. Boisclair, c'est quelqu'un qui est très compétent. Et ça, souvent, les partis d'opposition ont tendance à l'oublier. Il a fait beaucoup de choses. Puis, au niveau de ses doubles postes, de sa nomination, bien, je suis désolée, mais des fois, il faut se regarder le nombril un peu aussi. Puis, ils ne peuvent pas vraiment nous reprocher de nommer des gens qui sont très compétents, alors qu'eux, durant leurs 9 années de mandat, ont nommé des gens qui n'avaient pas nécessairement les compétences, mais qui avaient l'argent pour pallier à certains fonds. Donc, sincèrement, ils ne peuvent pas vraiment nous faire la morale là-dessus. Et rapidement, vous, tout comme le Parti québécois, vous êtes en début de mandat au niveau des jeunes péquistes. Oui. C'est quoi vos projets, vos objectifs, rapidement? Bien, rapidement, en fait, c'est sûr que moi, mon rôle principal et celui de mon comité, c'est de mobiliser les jeunes dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du nord du Québec. C'est un peu, on a une plus grande région, donc il faut être réaliste aussi. Mais c'est vraiment ça, de faire parler du Parti québécois, que les gens en entendent parler, puis d'assurer la mobilisation. Bien, merci beaucoup, Mme Durand. Parfait. C'est un minimum de 200 personnes que l'organisatrice du Razoton, Marie-Hélène Côté, espère recevoir pour la 13e édition qui se tiendra le 5 mai 2013. Johanna Bouchard, cet objectif représente le double des participations de l'année dernière. Oui, en effet, Malika, l'année dernière, il y a eu 105 participants qui ont participé à l'édition et cette année, ils comptent doubler ce nombre de participants à 200. Donc, c'est vraiment un objectif qu'ils espèrent atteindre et ils n'ont pas d'objectif monétaire. Ils ne veulent pas se mettre de barrières ni de limites, mais pour se donner une petite idée, l'année dernière, ils ont accumulé plus de 115 000 $ lors de l'édition du Razoton 2012. Et les dons amassés lors de ce Razoton serviront à quelle cause en particulier? En fait, tous les dons vont aller à la Fondation Sur la Pointe des Pieds, qui est une fondation pour les adolescents atteints du cancer. Ils organisent des expéditions pour eux tout à travers le Canada pour surmonter la maladie et les aider dans le cheminement de ce processus. Et c'est vraiment une bonne aventure thérapeutique pour les jeunes. Donc, tous les dons vont à cette fondation. Je vous invite maintenant à écouter un extrait du directeur général François Dufour sur l'importance de ces expéditions. En 1996, nous avons amené avec nous environ 300 jeunes adolescents atteints du cancer sur presque 30 expéditions. En fait, oui, nos 30 expéditions sont faites, donc nous allons faire notre 31e au mois de février. Et comment est-il possible de participer à l'événement, Johanna? En fait, il y a plusieurs façons de participer. Premièrement, on peut s'inscrire à l'événement pour se faire raser. On peut aussi donner des dons à des personnes qu'on connaît qui vont participer à l'événement. Et on peut assister aussi au défi qui va avoir lieu le 5 mai prochain à Saint-Bruno. Et finalement, pour sa 13e édition, le Razoton vivra un beau moment. Quel est-il? En fait, le beau moment qui va se passer durant cette édition, c'est que c'est la 1000e personne va pouvoir se faire raser durant cette édition-ci. Donc, c'est vraiment un beau moment, surtout pour l'organisateur de l'événement, Régent Côté, qui fait cette fondation et cet événement-là pour sa fille, Marie-Hélène Côté, qui a dû nous quitter suite à la maladie du cancer. Donc, on fait vraiment tous ces efforts à sa mémoire. Merci beaucoup, Johanna. Ça fait plaisir. Plusieurs joueurs des Saguenayens de Chicoutimi se sont présentés à la soupe populaire pour offrir le repas aux plus démunis dans le cadre de la semaine de la grande guignolée des médias. Antoine Desrosiers et les joueurs des Saguenayens ont-ils apprécié l'expérience? Oui, Malika, les joueurs des Saguenayens étaient du côté de la soupe populaire de Chicoutimi aujourd'hui pour offrir le repas aux bénéficiaires. Eh bien, c'est une activité qui est grandement appréciée par ceux-ci. Je vous laisse regarder le reportage que je vous ai préparé. 4 joueurs des Saguenayens de Chicoutimi, dont le gardien de but Christopher Gibson et le défenseur Guillaume Cloutier, étaient de passage à la soupe populaire de Chicoutimi ce midi pour offrir le repas aux plus démunis.
Selon Christopher Gibson, il s'agit d'une très belle activité pour tous. C'est fun de voir des gens puis parler avec du monde. Comme mon ami ici à côté, on parle beaucoup, puis c'est un gars vraiment drôle, puis c'est tout le temps plaisant de voir des gens puis parler avec des gens. Les bénévoles sont également satisfaits de participer à une telle activité, une troisième pour les Saguenayens. S'ils peuvent l'avoir à chaque année, j'aimerais assez ça. Ben, les voir en personne, ben, c'est de l'émotion pure. Pour le défenseur des Saguenayens, Guillaume Cloutier, il s'agit d'une première expérience à la soupe populaire, mais il affirme tout de même qu'il s'agit d'une très belle expérience et qu'il apprécie de voir que les gens utilisent beaucoup le service de la soupe populaire à chaque jour. C'est sûr, j'avais hâte de voir combien de personnes qu'il allait avoir. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce service-là, puis c'est super bon. Pour une première fois, les bénévoles de la soupe populaire iront recueillir les dons aux portes du centre Georges Vézina. Une initiative justement des journalistes au niveau de la Guignolée. Alors, c'est les bénévoles de la soupe populaire qui vont, que l'on autorise à être à l'entrée du centre Georges Vézina pour recueillir des dons pour la soupe populaire. Plusieurs bénévoles seront à l'entrée du centre Georges Vézina vendredi prochain lors du match contre le Drakkar de Bécomo afin de recueillir vos dons pour la grande guignolée des médias. Antoine Desrosiers, ATM Nouvelles, Chicoutimi. Alors, Charles-Philippe Leclerc, quoi de neuf au sport? Eh bien, Malaika, les créateurs de la nouvelle compagnie de production sportive Impact Sport Production dévoilaient aujourd'hui quelques cartes de leur premier gala de boxe qui aura lieu le 2 février. Francis Trudeau, ce sont 2 entraîneurs de boxe de la région qui ont conçu le projet. Oui, effectivement, Charles-Philippe, c'est Michel Desgagnés et Dave Grenon, 2 entraîneurs du club de boxe de Chicoutimi qui ont parti de la compagnie Impact Sport Production. Et leur premier mandat, eh bien, c'est le gala du 2 février 2013, alors qu'en tête d'affiche, il y aura un combat entre Francine Tétou et Michael Walchuk, originaire de Regina. En juin dernier, les 2 entraîneurs se sont associés pour créer une compagnie de production pour donner la chance aux boxeurs de la région de prendre part à des galas professionnels. Ils se sont notamment associés à Francine Tétou qui combattra le 2 février prochain. On avait une belle boxe au Québec avec des bons boxeurs québécois sans aller sur la scène internationale. Fait qu'on veut quand même donner la chance à ces gars-là, qu'on a encore des noms de même, puis donner la chance de pouvoir boxer. Le premier gala organisé par Impact Sport Production aura lieu à l'Aréna Pierre-Lavoie de Lucac. 6 combats amateurs ainsi que 4 combats professionnels y seront présentés. En première carte, on y retrouve Francine Tétou, toujours invaincue avec une fiche de 8 victoires, dont 2 KO. Il affrontera Michael Walchuk qui a 16 combats à son actif. Walchuk, comme je t'ai dit, c'est un adversaire redoutable. Je le prends très au sérieux. Je le compare un petit peu à Schiller. Schiller jouait beaucoup plus d'arrogance. Michael Walchuk joue un peu d'intimidation. Mais écoute, ça fait partie de la boxe, puis il va falloir que j'affronte des gens comme ça, puis je les rencontre. Puis ça, pour autant, cette fois embarquer dans son jeu. Schiller, j'ai embarqué dans son jeu à la pesée, j'en suis venu à le pousser. Mais dans le ring, j'ai pas embarqué, fait que ça m'a procuré la victoire. Fait que c'est un peu le même type d'approche que je veux utiliser envers Walchuk. Par ailleurs, John Alexandro Gonzalez, pugiliste pour le club de boxe de Jonquière, prendra part à son premier gala professionnel. Lors de ce gala, son adversaire n'est pas encore connu. 988 billets sont disponibles à partir du 15 décembre prochain. Les billets commencent à partir de 25 $. Francis Trudeau pour ATM Nouvelles, à Chicoutimi. 6 patineurs de la région se rendront à Etobicoke, en banlieue de Toronto, dans le cadre du championnat canadien junior de patinage de vitesse courte piste qui se tiendra en fin de semaine prochaine. La Jonquiéroise Joanie Gervais et le Baie-Riverain Samuel Girard sont les 2 meilleurs espoirs régionaux. Les 2 patineurs visent une place dans les 10 premières positions. La Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs se sont réunis aujourd'hui afin de faire progresser les négociations. Le commissaire de la Ligue, Gary Bettman, a fait une déclaration d'environ 30 secondes. Il a quitté avec un grand sourire aux lèvres, ce qui semble annoncer des signes encourageants. Voilà, Malaika, c'était l'essentiel des informations sportives. Merci beaucoup, Charles-Philippe. Alors, les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourront bientôt voir la toute nouvelle revue d'actualité régionale 2012 Bye-bye Lola. Alors que le projet est à la veille de se terminer, ma collègue Catherine Houd de La Liberté s'est entretenue cet après-midi avec l'une des productrices, Stéphanie Gagné.
La revue d'actualité régionale de fin d'année Bye-bye Lala, produite par Paul Champoux et Stéphanie Gagné de la firme Jim et Jane Productions, en est à son dénouement. 150 bénévoles, dont 95 comédiens, ont travaillé sur ce projet qui tentera de réitérer son succès de l'an dernier. Pour nous en parler aujourd'hui, je reçois Mme Stéphanie Gagné. Bonjour, Mme Gagné. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé cette année à faire une deuxième édition? En fait, ce qui nous a motivés, c'est les premiers rires de la première édition. Quand on a pesé sur play lors de la projection avec les partenaires, avec nos amis, nos familles, quand on a entendu les premiers rires, quand on a entendu applaudir, je pense que ça nous a confirmé qu'on devait recommencer une fois de plus cette année. La réponse a été très bonne, que ce soit dans les médias, partout, les commentaires qu'on a eus étaient super positifs. Donc, on s'est dit, go, on se relance dans la folie d'histoire pour une deuxième année. Et comment se fait le processus de sélection des événements qui vont faire partie de la revue d'actualité? En fait, les scripteurs, cette année, qui était une équipe de 5 à 7 scripteurs, ils lisent le journal à tous les jours. Donc, ils sortent vraiment les sujets d'actualité qui reviennent le plus souvent. Ils écrivent des sketchs. Après ça, au courant de l'année, le sketch évolue, le sketch se transforme, dépendamment d'où la nouvelle se transforme également. Fait que c'est vraiment un travail de longue haleine qui débute. Là, nous, cette année, on a débuté le 5 janvier. On a terminé le bye-bye le 22 décembre, puis le 5 janvier, les gars étaient déjà prêts à redécoller pour la deuxième édition. Fait que c'est vraiment un processus de long terme. On est encore en écriture aujourd'hui. On tourne un sketch. En ce moment, on est en train de tourner un sketch. Donc, ça n'arrête pas. Les nouvelles sont toujours là. Donc, on suit l'actualité puis on écrit par rapport à ça. Et comment fait-on pour ne pas dépasser la limite du politiquement correct? Bien, en fait, c'est pas toujours facile. Je pense que les gars ont souvent besoin de s'arrêter puis de se dire, OK, wow, là, faut pas dépasser la limite parce que c'est sûr et certain, nous, on a beaucoup de partenaires financiers qui embarquent avec nous puis qui appuient notre projet. Donc, c'est important d'être toujours respectueux puis de ne pas risquer de briser et notre nom parce que Jim et Jane Productions, oui, on est une entreprise, mais on ne veut pas briser notre nom avec le Bye-bye Lala, c'est bien important. Même chose pour les partenaires. Donc, c'est toujours les gars, quand ils font l'écriture, qui sont quand même capables de bien doser justement leur humour pour rester toujours dans le respect. C'est toujours, je pense que c'est notre devise, c'est de respecter les gens là-dedans. Ça, vous avez eu aussi l'aide de plusieurs personnalités publiques dans le tournage. Comment est-ce que c'est difficile d'aller chercher cette collaboration-là? Comment ça se fait? Bien, je te dirais que l'an passé, nous, on avait approché Philippe Laprise, qui est quelqu'un de la région qu'on connaissait déjà un petit peu à la base. Il a embarqué à fond dans le projet. Il s'est donné cœurs et âmes. Il descendait les fins de semaine pour tourner avec nous. On essayait d'arranger les tournages avec lui, ses disponibilités ici quand il venait en région avec sa famille. Et puis, je te dirais que c'est le bouche à oreille. Phil en a parlé beaucoup à Montréal également, via les médias sociaux également. Fait que ça a été très facile, je te dirais, cette année, d'approcher les gens. René Rousseau, qui avait joué avec nous l'an passé aussi, il a adoré son expérience. Donc, il était juste encore plus content d'en faire partie cette année. Il en voulait même plus. Même chose il demande d'avoir plus de place. Puis là, on était là, bien, on ne peut pas tourner tous les sketchs juste avec vous autres. On n'a pas le choix de prendre nos comédiens de la région. Mais je pense que les gens aiment l'ambiance de travail. Je pense qu'on a une belle équipe de production. Les gens de Montréal aiment ça. C'est le fun. On est là pour faire des blagues, on est là pour avoir du plaisir. Fait que on n'a vraiment pas de misère à aller chercher les comédiens. C'est sûr que c'est toujours dépendamment de leurs horaires. On peut pas dénigrer, on peut pas effacer ça de la réalité. Ils ont des contrats, ils ont des tournées de spectacles. Fait qu'on essaye de se faufiler dans leurs horaires. On est allé tourner le dernier sketch avec Phil Laprise en Beauce durant une de ses tournées de spectacle parce qu'on voulait tourner avec lui. Fait qu'on s'est déplacé en Beauce pour pouvoir la voir. Puis je te dirais, Richard Robitaille, cette année aussi, a embarqué à fond dans le projet. Ils en veulent toujours plus. D'ailleurs, vous êtes aussi démarqué au niveau régional. Est-ce que c'est un objectif pour vous de vous démarquer au niveau plutôt provincial? Bien, c'est sûr que oui. En fait, c'est ce qu'on veut. Puis on aimerait ça que dans quelques années, Trois-Rivières décide de faire la même chose, Sherbrooke. Parce que je pense que le bye-bye national, oui, nous touche, mais beaucoup moins nous, les régions. Ça touche beaucoup plus avec la politique, tout ce qui se passe à Montréal. Nous, ici, en région, on est un petit peu plus éloignés de ça. Ça nous tente un petit peu moins d'en entendre parler. Donc, en traitant vraiment l'actualité régionale, on touche beaucoup de gens. Puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont de la région, qui sont maintenant à Montréal, qui sont à Winnipeg, qui sont en Australie. Fait qu'en faisant un bye-bye comme ça sur le web, bien, on touche vraiment tout le monde. On n'est pas juste Saguenay-Lac-Saint-Jean, on touche à toutes les bleuets de tout le monde entier. Et est-ce que ça coûte cher, un projet comme ça, comparativement au bye-bye national qui est fait à Montréal? Bien, c'est sûr et certain que la chance qu'on a, nous, ici, en étant en région, bien, les gens ont beaucoup de cœur. Donc, on a eu beaucoup de bénévoles. Quand on parle là, de 190 comédiens, la plupart sont bénévoles, la plupart donnent de leur temps. Les gens font ça avec cœur, sont fiers de leur région, puis je pense qu'ils sont fiers du produit qu'on a rendu l'an passé, donc ils sont très contents de travailler avec nous, et ça, bénévolement. C'est sûr qu'on les récompense toujours un petit peu, mais c'est une grande fierté, puis c'est sûr et certain que si on aurait à payer, que ce soit l'équipe de production, le caméraman n'est pas payé, moi, au montage, je ne suis pas payée. Non, on fait ça vraiment avec cœur
pour essayer de développer le projet le plus possible, en donner le plus possible pour qu'un jour, oui, on soit capable vraiment d'avoir un budget astronomique comme on aimerait ça, avoir aussi 1 million de budget comme le national. Pour l'instant, on se contente avec des petites dépenses, puis les partenaires financiers nous aident beaucoup également. Donc, c'est sûr et certain que ça pourrait coûter très cher, mais vu la grandeur des cœurs des gens qui travaillent avec nous, bien, ça nous coûte moins cher un peu. Et rapidement, que reste-t-il à faire avant le dévoilement du bulletin de cette année? Bien, en fait, il en reste encore pas mal à faire. Là, le lancement est quasiment tout préparé, la salle, la décoration, tout est quasiment fait. Là, il reste beaucoup de montage à faire. Je te dirais qu'on a 80 du montage de finalisé. Donc, là, d'ici les 10 prochains jours, bien, on n'arrête pas. On file le montage, on fait la finalisation, on fait les essais sur le site Web. Vu que c'est diffusé sur le Web, il faut avoir le temps de faire des tests pour s'assurer que tout va se passer comme il faut le 20 à 20 heures. Il faut s'assurer que tout soit beau. Donc là, on est rendu dans le dernier sprint final. Parfait. Alors, merci beaucoup, Mme Gagné. Ça fait plaisir. Donc, vous pourrez regarder le Bye-bye Lala sur Internet. Et maintenant, à la météo, Sébastien Roy, verra-t-on le soleil bientôt? Oui, Malaika, en fait, le soleil se pointera le bout du nez demain en après-midi. La température sera de moins 7 degrés Celsius à Saguenay et de moins 6 à Roberval, pardon. Et pour ce soir, la température est de 6 degrés présentement à Saguenay et de moins 7 degrés à Roberval. Le mercure chutera aux alentours de moins 20 degrés Celsius dans chacune des deux villes, tandis que les bourrasques de vent diminueront d'intensité, passant de 30 à 20 km/h pour Saguenay et de 30 à 25 km/h pour Roberval. C'était Sébastien Roy à la météo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Je vous invite à être des nôtres demain pour un 3e Web Journal. Au revoir.